Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 75, et dans cette chronique, je vais m'attacher à vous expliquer un petit peu ce qui a été pendant un temps considéré comme révisionniste. Car la Yougoslavie de Tito avait un système tout à fait particulier, ne répondant pas au même canon politique des autres régions qui furent effectivement marxistes-léninistes. Cette société peut se qualifier comme étant globale et sectorielle. Chaque société, il faut savoir, plantant le décor bien entendu, chaque société possède une cohérence plus ou moins grande de son organisation interne. Ça, c'est un fait qu'il faut bien intégrer. Et surtout des rapports entre les parties et le tout. Le système et ses éléments, si ces éléments jouissent d'une certaine autonomie, entre le système et ses sous-systèmes, définir tout d'abord la nature de cette cohérence est une question cruciale, aussi bien pour la sociologie théorique, chère à Georges Lukács, que pour la recherche empirique. C'est évident que la conception d'un ensemble sociétal exige déjà l'intuition de certaines relations fondamentales déterminant d'une manière profonde la cohérence de cet ensemble. Alors, sans discuter ici de la manière d'appréhender cette cohérence, je vais essayer, je dirais, de vous expliquer, à la suite bien entendu de recherches nombreuses et variées, de mettre en relief deux dimensions essentielles définissant la globalité de la société yougoslave de l'époque. Premièrement, il s'agit d'une société inscrite dans une période de transition entre le capitalisme et le socialisme, donc correspondant à une certaine forme particulière, entre guillemets, de ce qu'on pourrait qualifier, et je n'aime pas trop ce terme car il ne veut absolument rien dire, c'est à mon sens un terme un peu valise, mais tout de même c'est un terme qu'on emploie dans les dimensions universitaires, donc feignons de l'utiliser, en l'occurrence la dictature du prolétariat, c'est-à-dire une forme d'organisation contradictoire avec une organisation étatiste, partocratique d'un côté et une organisation autogestionnaire de l'autre. Une fois ce terme expliqué, il faut comprendre qu'en deuxième phase, nous avons, je veux dire, dans ce cas d'espèce, une société qui possède un haut degré de décentralisation à la base, surtout, je dirais, dans les questions économiques, plus particulièrement dans la sphère de production. Et un haut degré, bien entendu, de concentration du pouvoir dans la sphère de contrôle de la vie sociale, donc inexorablement la sphère politique. Alors de manière simplifiée, pour ne pas trop rentrer dans une lecture, je dirais, obscure, on pourrait dire que la décentralisation à la base des activités productrices s'accompagne d'une concentration du pouvoir au sommet et qu'il existe une contradiction entre l'organisation horizontale et l'organisation verticale de la société. Alors, bien entendu, la société yougoslave s'est organisée de deux façons. Premièrement, nous avions la période de transition ou de ce qu'on pourrait qualifié de dictature du prolétariat, où, dans ce cas d'espèce, la dernière constitution yougoslave de 1974 parle de la société yougoslave comme d'une dictature du prolétariat. Or, on peut considérer que cette dictature est toute particulière, car l'autogestion ouvrière et sociale y étant définie comme une forme spécifique de cette même dictature du prolétariat par Tito. Nous avons une
pléthore de théoriciens du système yougoslave qui vont également dans ce sens. Il est vrai que on parle très peu, de manière générale, même dans les recherches les plus profondes, à moins de maîtriser le serbo-croate. Et Dieu sait que la guerre de Yougoslavie a eu des conséquences très graves, puisqu'elle a fait disparaître énormément d'ouvrages fort intéressants. Je prends par exemple en cas d'espèce la bibliothèque de Sarajevo qui a brûlé pendant plusieurs jours, voire même pendant plusieurs décades. Alors essayons de traduire par le peu de documentation que nous avons en notre possession, et essayons d'une manière générale de qualifier cette expression qui, dans la pratique stalinienne et son rejet actuel de la part de certains courants communistes, on a pris l'habitude dans les sciences sociales et même dans les discours politiques de définir l'expérience yougoslave comme un socialisme particulier, voire même un socialisme autogestionnaire. Ce qui devrait finalement produire un effet d'étonnement si on rappelle qu'elle peut être en même temps une dictature du prolétariat. On se rend compte alors immédiatement que la Constitution donne un rôle privilégié et monopolitique à la Ligue des communistes, en tant que bien entendu représentant des intérêts à long terme de la société. Et je dirais même que ce parti est organisé suivant le principe traditionnel du centralisme démocratique, avec interdiction des fractions, c'est-à-dire de l'expression libre de courants de pensée. Le problème qui se pose dans l'immédiat est donc le suivant. L'autogestion ouvrière et sociale est-elle vraiment une forme spécifique de la dictature du prolétariat? Donc quelque chose d'inhérent à cette dictature, ou si elle ne s'oppose pas à ce concept finalement au fond? Car certains intellectuels ont eu ce travers d'essayer de déterminer qu'un concept stalinien, dont lui-même Staline rejetait absolument la Yougoslavie, il l'a dénoncé comme étant révisionniste, comment faire en sorte de répondre à cette question? Alors il faut rappeler les principales théories concernant la dictature du prolétariat. Un peu d'histoire, ce concept, comme on le sait, je dirais, d'un texte bien connu de Marx, définissant ainsi la période de transition entre le capitalisme et le communisme, entre la société capitaliste et la société communiste, se place la période de transformation révolutionnaire de celle-là en celle-ci. Alors, on dirait, à quoi correspond une période de transition politique où l'État ne saurait être autre chose que la dictature révolutionnaire du prolétariat? Marx, par exemple, critique du programme du quota. L'accent est mis ici sur le rôle de l'État en tant qu'instrument répressif de la classe bourgeoise. Même le sens dictature de prolétariat reste ambigu, puisque Marx prend comme exemple une telle dictature, la Commune de Paris, c'est-à-dire une forme de la démocratie directe. La Commune devrait être non pas un organisme parlementaire, mais le corps agissant exécutif et législatif à la fois. L'autogestion ouvrière et sociale dans les usines et dans les communes est justement définie comme le passage, je dirais, de la démocratie représentative à la démocratie directe, fusionnant le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Il s'agit de l'application des premières mesures sociales aboutissant au dépérissement de l'État, qui est une notion clé de Marx et Engels, dans, bien entendu, leur interprétation de la période de transition. N'oublions pas également l'apport de Lénine. Lénine reprend des idées de Marx et d'Engels sur la période de transition qu'il définit comme dictature démocratique révolutionnaire du prolétariat et de la paysannerie, fondée sur la théorie de dépérissement de l'État. Il inclut à l'intérieur également, comme Kautsky, la démocratie parlementaire. Il y introduit une nouvelle conception de la démocratie directe, le pouvoir des soviets, que la période, je dirais, suivant immédiatement la révolution d'octobre, il opposa au Parlement bourgeois, la Douma, et à l'État, mais ensuite, surtout après le conflit avec l'opposition ouvrière, il subordonne et même identifie ce pouvoir des soviets à l'État ouvrier. Alors,
Bien entendu, il admet pourtant, dans la perspective de l'avenir, la possibilité de l'autogestion ouvrière dans les usines demandées par l'opposition ouvrière, mais il affirme que dans les circonstances de l'époque, je dirais même le rôle de la dictature du prolétariat, concentré sur l'État et le parti, reste essentiel. Et cette position, considérée comme transitoire, fut cependant reformulée par Staline comme définitive. C'est là où est toute la nuance. Alors Staline est le vrai, finalement, au fond, théoricien et constructeur en URSS du socialisme qu'on pourrait qualifier comme étant, dans un premier temps, étatiste et ensuite impérial. C'est-à-dire d'un système politique et social où le pouvoir est concentré autour de l'État et du parti, d'un pouvoir politique dédoublé le parti devient la clé de voûte de tout système, la forme supérieure d'organisation de classe du prolétariat et par conséquent la force dirigeante de l'État, qu'il s'agisse du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif et bien entendu du judiciaire. Alors n'oublions pas que ces pouvoirs exercent en même temps le contrôle complet sur l'opinion publique. La fusion de l'État et du parti, alors certains spécialistes ou certains intellectuels bien informés utilisent le mot de partocratie, donc cette fameuse fusion entre l'État et le parti. De même que le pouvoir en totalité, ce que certains qualifieront bien plus tard de totalitaire, de contrôle de toutes les sphères de la vie économique et sociale, n'est guère changé. Lorsque Staline, dans sa constitution de 1936, abandonne le terme de dictature du prolétariat et introduit les expressions de démocratie populaire et d'État, entre guillemets, du peuple, dans sa globalité, dans son entièreté. Ou même, on pourrait qualifier cela d'État populaire général. Staline a réussi, par son influence et son autorité, dans le mouvement ouvrier, à refouler complètement l'idée d'autogestion ouvrière. Et c'est en cela que la Yougoslavie de Tito faisait, je dirais, office de régime révisionniste et par voie de conséquence, de régime à, je dirais, à faire disparaître. D'autant plus que pour la petite histoire, Staline ne voulait absolument pas d'une Yougoslavie communiste. Ça, c'est un fait historique, vous pouvez aller rechercher à la lumière du passé et de l'histoire et vous verrez que Staline ne voulait pas d'un régime communiste, c'était plutôt favorable, disons, selon les travaux, d'un régime monarchiste. Alors, revenons à Staline, qui effectivement, je dirais, a réussi par son influence et son autorité à retirer, à faire disparaître l'idée d'autogestion ouvrière. Alors, je dirais que malgré son expansion après la Révolution d'Octobre dans toute l'Europe, notamment sous la forme de communisme de conseil, et son élaboration théorique comme fondement de la démocratie socialiste, je vous invite à lire les travaux de Korsch et de Pankoek et de Gramsci sur la question, qui sont fort intéressantes. Le communisme des conseils ou le conseillisme, comme le propose Rosan Vallon, rejetant la conception de Lénine de la dictature du prolétariat concentrée autour de l'État, voit dans les conseils ouvriers un pouvoir direct de la classe ouvrière, un pouvoir qui devrait dépasser le parlementarisme bourgeois et fonder une nouvelle démocratie socialiste. Il soutenait donc, je dirais, le pouvoir des conseils ouvriers dans les usines sous la force d'une autogestion des entreprises, et c'est pourquoi à l'étatisation il opposa la socialisation des moyens de production. La prise du pouvoir dans l'État doit aller de pair avec la démocratie industrielle, ce qui en définitive signifie que la démocratie parlementaire ne doit pas empêcher l'instauration des formes de démocratie directe, ce qui est une évidence. Alors, bien entendu, en cas les conseils ouvriers ne sont pas
que des organes de lutte des classes, hein, comme certains pourraient le penser, ou même comme le disait et le prétendait Lénine et les sociodémocrates, mais une forme nouvelle d'organisation politique de la société socialiste. Il faudrait donc réellement accepter que la période de transition soit marquée par la coexistence des formes parlementaires ou l'État et des formes des démocraties directes, mais avec une dynamique bien entendu interne, ce qu'on pourrait qualifier un déséquilibre dynamique, pourrait-on dire. Cela bien entendu déterminant l'affaiblissement progressif des premières et le renforcement continu, je dirais, des secondes. Alors ceci nous oblige à considérer la dictature du prolétariat, ou plutôt la période de transition, comme une formation hybride antagoniste, une sorte de double pouvoir avec l'une de ses composantes inscrite dans le passé et l'autre se définissant dans l'avenir. Bon, alors ce qu'il faut savoir, c'est que de toute manière, l'évolution post-révolutionnaire devait aller dans le sens d'une étatisation ou d'une décentralisation du pouvoir. Et bien entendu, in fine, sa transformation dans le pouvoir social, processus qui correspond à l'idée de Marx que la société doit s'approprier de nouveau les forces politiques aliénées. Je vous renvoie aux travaux de grande qualité qui ont été faits par Lucien Sève sur l'aliénation. Alors c'est justement cette vision de la période de transition qui prédomine chez les théoriciens yougoslaves et qui se trouve à la base de la pratique politique visant au renforcement et à l'élargissement, je dirais, continu de l'autogestion ouvrière et sociale. De là une pratique politique pourtant qui ne va pas sans difficulté, sans obstacle et hésitation. Je dirais car les forces bureaucratiques attachées au monopole politique et du parti s'efforcent d'arrêter ce processus. Alors, lorsqu'on dit dans les documents officiels yougoslaves que l'autogestion est une forme spécifique je dirais, dictature du prolétariat, on doit avoir à l'esprit une situation historique et un processus social qui correspond à la dynamique que je viens de décrire. Prenons ce cas d'espèce, le rapport entre ces deux entités. Le pouvoir de l'État et le pouvoir des conseils. Il était réversible du point de vue, je dirais, dynamique. Plus le pouvoir de l'État s'affaiblit, plus le pouvoir des conseils se renforce et vice-versa. Mais ce qui, en cas d'espèce, doit être réversible du point de vue de l'évolution historique. Car l'État dépérit. On sait que l'évolution, par exemple en Union des républiques socialistes soviétiques, donc l'URSS, est allée dans le sens inverse. Renforcement continu de l'État, mais dans la théorie marxiste, ce schéma reste valable. La tension ou le conflit ouvert entre la bureaucratie politique et la classe ouvrière, ou les travailleurs, en général, je dirais, s'exprime par l'effort de la bureaucratie pour freiner ou même stopper ce processus, ou simplement pour le déclarer fini, voire même d'achever. Ce qui revient à présenter les réformes sociales comme les dernières, ou ce qu'on pourrait appeler les définitives. D'ailleurs, je voudrais, à votre attention, faire comprendre que la bureaucratie se croit également disposée du monopole sur l'avenir de la société en interdisant tout simplement toute discussion à ce sujet. Ainsi, l'avenir est-il devenu un des secrets, ou même un de ces secrets? En fait, personne ne sait quand une période ou une phase de développement doit finir et quand doit débuter une autre période, une autre phase, exactement, dans la manière de penser la réalité sociale. Le temps est une véritable propriété de la bureaucratie politique. Alors, on sait qu'aujourd'hui, il y a, à la lumière des archives, de l'histoire, qu'il y a un antagonisme entre l'intégration politique et l'intégration autogestionnaire ou sociale.
On sait aujourd'hui que le dilemme historique entre étatisation et socialisation a abouti à la création de deux systèmes socialistes. Et le plus souvent, celui qui est décrié, c'est celui qui fait fi du socialisme étatique, et dont certains, par ignorance, n'ont pas compris qu'il y a effectivement un autre système socialiste. Et donc, quand on parle de ce dilemme, et c'est pour ça que je veux bien préciser là-dessus, donc ce dilemme que fut, je dirais, ces deux conceptions, à la fois, je dirais, l'étatisation et la socialisation, et que ces deux systèmes ont été parfois antinomiques. Je prends par exemple le socialisme étatique et le socialisme autogestionnaire. Le premier a réalisé par le biais d'une étatisation des moyens de production, donnant lieu à un pouvoir hautement centralisé, représenté par le parti État, tandis que l'autre, grâce à la socialisation des moyens de production, a introduit un contre-pouvoir. L'autogestion ouvrière, par exemple, par rapport au parti État qui laissait une certaine autonomie économique et sociale aux collectivités des travailleurs dans la sphère de production. La soustraction de la sphère économique à la gestion étatique entraîne toutefois un certain degré de dépolitisation, et en effet, la gestion de la société par le parti État bien entendu, dans toutes les sphères économiques, administration, je dirais services, culture, signifie une politisation extrême de la société, et toutes les affaires sociales étant gérées au nom du parti et de l'État. Il faut savoir que tout pouvoir social tend à se renforcer. Le pouvoir politique, aussi bien que le pouvoir économique, à l'identique. Si, je dirais, le pouvoir politique possède déjà le monopole de l'expression des intérêts politiques proprement dits, qu'ils soient nationaux, de partis ou même sociaux à long terme, suivant la prérogative accordée à la Ligue des communistes yougoslaves, d'après effectivement cette constitution. Alors, bien entendu, tout cela va tendre à déborder toujours ses limites, même quand elles sont formelles, fixées aux dépens du pouvoir dont disposent les conseils ouvriers ou l'autogestion ouvrière et sociale. Le conflit est alors inévitable. Et nous allons, je dirais, constater effectivement par la suite, je dirais, toute sa forme de complexité. L'antagonisme entre le pouvoir politique, concentré dans la Ligue des communistes, et l'autogestion se manifeste de manière générale de la façon suivante. Le pouvoir politique s'efforce, premièrement, d'élargir et d'accroître la politisation de la vie sociale par des moyens proprement politiques, ce qu'on pourrait qualifier par les actes normatifs, idéologiques, propagande, contrôle des masses, etc. Bon, ça sont des phénomènes connus, voire même dénoncés. Voilà. Par contre, l'autogestion tend à dépolitiser, à rendre plus responsable l'individu par l'attraction du travail, de la tâche qui lui incombe. Bref, son existence dans la vie sociale en développant les échanges et transactions économiques et sociales sans la médiation de la politique, c'est-à-dire à partir des groupements et des individus guidés par leurs seuls intérêts librement formulés et pas toujours institutionnalisés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la politique met l'accent sur les institutions et la régulation normative de l'autogestion, sur la spontanéité, je dirais même l'initiative individuelle et voire même collective. Mais surtout, la bureaucratie politique s'avère un ennemi déclaré de toute spontanéité, tout simplement parce que l'initiative libre des citoyens la rend superflue, voire même, je dirais, à des moments obsolète. Et elle devient parasitaire. Alors le pouvoir politique tend à limiter par les lois l'autogestion ouvrière. C'est pourquoi en Yougoslavie, les organisations d'intérêt social général ne jouissent pas de l'autogestion. Elles relèvent d'une autogestion ou d'une gestion sociale, c'est-à-dire, je dirais, de corps gestionnaires composés de représentants de la collectivité et de la société, entre guillemets, de ce qu'on pourrait appeler la commune. C'est le cas pour la police, par exemple, mais aussi pour les universités. La législation, caractérisée par une production énorme d'actes normatifs,
pose des limites à l'autogestion et les organisations autogérées qui se plaignent fréquemment d'être privées des droits fondamentaux de l'autogestion. Nous avons en ce cas d'espèce également, par exemple, les kibbutzim en Israël, qui ont commencé à disparaître quand l'État s'est organisé avec une législation, des autorités. Petit à petit, l'autogestion a, je dirais, pas dire disparu, mais petit à petit, l'autogestion a reculé au profit d'une étatisation. Le pouvoir politique, bien que monolithique dans, je dirais, le parti, est lui-même décentralisé au plan de l'État, parce qu'on, dans le cas d'espèce de la Yougoslavie, par la fédéralisation qui tend vers la confédéralisation au niveau des républiques et de la régionalisation au niveau des régions et des communes. Bon. Et bien entendu, oblige l'économie autogestionnaire à respecter les limites imposées par le pouvoir administratif, ce qui empêche son intégration verticale, l'expansion du marché, des formes d'organisation autogérée sur tout le territoire du pays. La conséquence en est la fragmentation des entreprises productrices, la faiblesse des capitaux d'investissement, les difficultés d'innovation et de reproduction élargie, etc. Alors, à cette époque-là, on disait en Yougoslavie que l'économie est autarcique. Au niveau des républiques, même des communes, les capitaux dont dispose une république en Yougoslavie sont inférieurs à la puissance des compagnies transnationales, il faut être honnête. Le pouvoir politique tend à l'intégration des activités économiques au plan national, mais il a tout intérêt à approfondir et à étendre ce morcellement, ce qu'on pourrait qualifier en termes économiques, l'atomisation des entreprises. Ainsi morcelées, isolées, elles deviennent incapables d'assurer leur reproduction et pour toutes les affaires importantes, elles ont recours à la médiation du pouvoir politique. De sorte que une bureaucratie médiatrice distincte du modèle weberien qui est conçu suivant le modèle des rapports militaires et hiérarchiques et comme tel adapté au pouvoir exécutif. Alors bien entendu, il s'agit d'un autre modèle de bureaucratie qui se nourrit de l'atomisation de la société et de la nécessité dans laquelle celle-ci trouve de s'intégrer par l'intermédiaire d'un médiateur situé au sommet de la société. La désintégration autogestionnaire à la base de la société suppose l'intégration politique au sommet. Ainsi, la bureaucratie se rend indispensable même dans une société décentralisée. Alors voyons un petit peu la nature de ce qu'on pourrait appeler la nature des mutations sociales dans cette fameuse société yougoslave. Il faut savoir que la société yougoslave se définit comme une société en voie de développement. On a vu qu'il s'agit d'une part de la transformation de la société paysanne et traditionnelle en une société industrielle et moderne, et d'autre part la transformation de la société capitaliste en une société socialiste, mais en garantissant effectivement à certains les initiatives privées. On a donc affaire à de processus d'industrialisation et de socialisation à la fois globaux et profonds. Quand on y regarde de plus près, en analysant ces deux processus qui concernent toute la société, nous ne sommes pas enclins à partir de la théorie systémique, c'est-à-dire de concevoir la société comme un système clos en train de se transformer, changeant inévitablement de structure et d'équilibre. Alors il me semble plus conforme à la réalité de parler de société soumise à l'action, de plus les systèmes d'action et de valeurs sociales, systèmes qui se heurtent et se contredisent, qui produisent des frottements, des conflits, des contradictions. Et finalement, je dirais, mon analyse, au lieu d'être systémique, serait plutôt polysystémique, et je pense il serait plus honnête de traiter de plusieurs systèmes en cours d'évolution ou de dissolution. Ainsi, il est évident que l'industrialisation est un processus expansif dont on ne peut arrêter sa course effrénée, sans limite, préétabli, visant la totalité de la société, donc un facteur totalisateur, et qui évolue manifestement au milieu de la société paysanne et traditionnelle, heurtant, brisant, transformant les rapports de celle-ci, en changeant bien entendu également au passage les mentalités, en y
produisant certaines contradictions que la société est ensuite obligée, fatalement, de résoudre. Et ceci devient encore plus évident si on lie le processus d'industrialisation, je dirais, au processus de commercialisation, c'est-à-dire du transformation du marché naturel et autarcique ancien en un marché moderne de marchandises et de monnaie nationale et bien évidemment internationale. Alors l'économie yougoslave, aussi bien collective qu'individuelle, est une économie socialiste de marché, aussi bien par définition que par sa pratique. Ainsi, par exemple, tout l'effort du gouvernement tend à obliger les paysans à s'orienter et à orienter leur culture et l'élevage vers le marché, ce qui suppose l'intensification, emploi de l'agriculture moderne, d'engrais chimiques, la spécialisation, ce qu'on pourrait qualifier comme étant monoculture, l'industrialisation qui a d'abord provoqué la fuite des paysans vers les villes, l'exode. Le système de sécurité sociale y joue un rôle déterminant pour pouvoir justement adapter ces changements. Et ensuite, l'adaptation au marché industriel se fut réalisée finalement beaucoup plus par les propriétaires privés que par les coopératives agricoles. L'inertie propre à la société traditionnelle paysanne fut facilement brisée, mais ses traits ont été introduits dans la société industrielle. C'est-à-dire que dans les entreprises industrielles dont la rationalité et l'efficacité souffraient là encore d'un certain esprit fataliste anarchique et individualiste, on peut ainsi parler de conflits produits par la dynamique de la société industrielle en pleine expansion par l'inertie d'une société traditionnelle, je dirais réticente aux mutations et transférant, je dirais, voire même transférant, soyons honnêtes, ces manières de faire dans ce qu'on appelle la nouvelle doxa. On verra d'ailleurs que certains auteurs trouvent là des raisons, je dirais, et des difficultés à promouvoir l'efficacité économique, tandis que d'autres y voient une contribution positive en faveur de la collectivisation de l'économie, ce qu'on qualifiait effectivement à l'époque de Sicard. Constatons finalement au fond le système agricole traditionnel entre la nouvelle couche des travailleurs industriels, y compris ce qu'on pourrait qualifier comme la couche des entrepreneurs, et la paysannerie. Notons que finalement, au fond, cette contradiction n'a pas paralysé le rythme de croissance du développement industriel, parce que la dissolution de la vieille économie paysanne fut assez rapide. On dit que les montagnards sont plus dynamiques que les gens de la plaine, la grande majorité des paysans abandonnant par conséquence leurs terres, qui appartient à ce type d'homme. Le second processus de nature historique est celui de la socialisation par l'introduction de l'autogestion ouvrière ou de la démocratie, on pourrait qualifier d'industrielle. C'est instauré par des mesures constitutionnelles dans la sphère industrielle et par, bien entendu, un processus plus ou moins volontaire dans l'agriculture. Il s'oppose à la gestion étatique dans la production industrielle qui voit ainsi s'accroître son autonomie dans l'accès libre au marché national et mondial. Ce processus de socialisation est par sa nature même contradictoire parce qu'il est initié et contrôlé par le pouvoir politique, qui trouve en lui sa légitimité, mais ce pouvoir politique pose non seulement les limites à son autonomie, mais intervient, je dirais même directement dans la gestion de ses affaires, surtout, je dirais, dans le domaine des investissements, et par voie institutionnelle du système bancaire. Et non institutionnel, rapport dans les partis politiques, non formel mais efficace. Cette contradiction, je dirais, peut être définie comme celle existant entre le pouvoir en général et les participations, entre les rapports politiques et les rapports de participation. Je ne vais pas rentrer dans la dialectique car cet audio risque de durer des heures, mais on peut commencer à comprendre les évolutions des processus d'industrialisation dont le déroulement ne se trouve pas à se confronter avec une expansion ou une résistance de même force de la part de la société traditionnelle. La socialisation par l'autogestion se heurte à une force opposée, aussi expansive, même je dirais davantage, que celle qui est au pouvoir. Nous avons, dans ce cas d'espèce, 4 fonctions du processus de production. Tout d'abord la planification, la réalisation, le contrôle, le pouvoir politique touche surtout la planification, la politique des investissements et des distributions, le contrôle des revenus et de leur distribution. C'est pourquoi
revient sans cesse en Yougoslavie le leitmotiv des autogestionnaires pour qui la classe ouvrière doit acquérir le contrôle de tout le processus, je dirais, de production, de reproduction, élargi comme l'aspiration à l'autonomie chez les dirigeants économiques, qui est taxé fréquemment de technocrates, et donc bien entendu, dans les affaires économiques, de la bureaucratie, on peut parler d'un conflit permanent entre la technocratie et la bureaucratie. Donc, pour faire court, je vais faire fi de l'analyse de la démocratie participative dans la Yougoslavie contemporaine, bien que on pourrait qualifier ça comme étant fortement intéressant, mais ce sera l'objet d'un autre audio. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.